Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2479 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 4 août tout d'abord avec une petite info concernant une de mes chaînes secondaires. Il s'agit de la chaîne BizBiz FC Barcelone car aujourd'hui j'ai dépassé la barre des 100 000 abonnés sur cette chaîne. Donc je vais vous remercier parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées sur cette chaîne qui sont également abonnées sur la chaîne spéciale FC Barcelone. Donc voilà, je voulais vous remercier bien sûr parce que passer la barre des 100 000 abonnés, c'est pas mal et c'est déjà ma deuxième chaîne. Qui dépasse cette barre symbolique de 100 000 abonnés. Merci à vous. Donc on commence nous cet épisode bien sûr sur le Zedi. Aujourd'hui en ce 4 août, donc quelques anniversaires. Tiens, Di Lorenzo, le joueur de Naples, fête aujourd'hui ses 30 ans. Bon anniversaire au joueur italien. On continue, on va parler de la Coupe du Monde féminine, on va revenir sur les derniers résultats. Donc c'était les deux rencontres hier, c'était les derniers matchs de phase de poule. Tout d'abord l'Allemagne contre la Corée du Sud, score final 1 partout. Et ça fait pas du tout les affaires des Allemandes. Pourtant l'Allemagne a de nouveau dominé, comme ça a été le cas des 3 matchs. Donc des 3 matchs de poule, je vous parle. Donc 64% de possession de balle, 13 tirs, 3 tirs cadrés, seulement un but marqué. Et la Corée a marqué également un but. Et du coup ça fait match nul et ça fait pas du tout les affaires de l'Allemagne parce que l'Allemagne tombe de haut et les finalistes de l'Euro l'an passé contre l'Angleterre, ils avaient perdu contre l'Angleterre en finale de l'Euro féminin. Les Allemandes sont éliminées en phase de groupe de la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Jamais ils avaient été éliminés dès les phases de poule d'une Coupe du Monde féminine. C'est la première fois que ça arrive. Pour cette sélection allemande, c'est que l'Allemagne, que ça soit homme ou femme, c'est une catastrophe là ces dernières années. Et voilà, les femmes font la même chose que les hommes. Et du coup, c'est une grosse déception. Regardez la joueuse du match, donc c'est Pop, c'est l'attaquante de cette sélection allemande. Je me souviens, elle avait marqué un doublé contre l'équipe de France l'année dernière quand l'Allemagne avait éliminé la France lors de l'Euro. Donc celle qui a reçu le prix du jeu du match lors de la rencontre hier contre la Corée, vu qu'elle a été buteuse. Et on peut voir, il n'y avait pas du tout de sourire sur son visage. Vu qu'elle a remporté ce prix, mais son équipe est éliminée, ça nous a fait penser aussi un petit peu à Keia Verts, lui aussi qui avait reçu le prix du meilleur joueur d'une rencontre lors de la dernière Coupe du Monde, mais l'Allemagne avait été éliminée. Donc voilà, les joueurs sont hommes du match, mais voilà, leur équipe est éliminée du côté de la Mannschaft. Et c'est vrai que l'Allemagne, version homme ou version fille, si on regarde les Coupe du Monde qui se sont jouées ces derniers mois, à chaque fois c'est à la 3e position. Donc côté homme, ils étaient au même nombre de points que l'Espagne, mais une moins bonne différence de but. Et côté femmes, ils finissent à la 3e position derrière la Colombie et la sélection marocaine qu'on va parler parce que le Maroc c'est quand même incroyable ce qu'elles ont réalisé. Elles ont battu la sélection colombienne. La Colombie avait gagné contre l'Allemagne 2-1 il y a quelques jours et le Maroc avait perdu lors du premier match 6-0 contre l'Allemagne. Et du coup, le Maroc, sélection féminine, se qualifie pour la suite de la compétition. C'est fou, on peut voir les stats de la partie et le Maroc crée la surprise. Donc l'exploit du Maroc est sensationnel. Elles éliminent l'Allemagne et la Corée du Sud et font l'exploit de se qualifier en 8e de finale. Un grand bravo à elles. Donc ce qui est fou, c'est qu'elles ont marqué seulement 2 buts en phase de poule. Elles ont gagné 1-0, 2 fois 1-0 en fait leurs 2 derniers matchs. Et le premier match, elles avaient pris 6-0 contre l'Allemagne. L'Allemagne, elles ont inscrit 8 buts. Elles finissent 3e et le Maroc a inscrit seulement 2 buts. Elles finissent à la 2e position. C'est la magie, on peut dire, du football et c'est clairement l'année du Maroc, ça il faut le dire. Donc Coupe du Monde 2022, demi-finaliste, on se souvient contre l'équipe de France, la CAN U23 vainqueur, CAN U17 finaliste, CAN féminine finaliste et Coupe du Monde 2023 féminine 8e de finale minimum pour cette sélection. C'est vraiment la grande nation actuellement qui domine, on va dire, le continent africain, cette sélection marocaine, parce que là les résultats sont quand même énormes pour ce pays. Et saviez-vous, le sélectionneur de l'équipe féminine marocaine est autre que Reynald Pedros, l'ancien entraîneur de l'équipe féminine de Lyon, avec qui il a tout gagné du côté de l'OL, une Coupe de France, 2 championnats de France et 2 Ligues des Champions. Donc récemment finaliste de la CAN avec le Maroc, le sélectionneur français crée à nouveau l'exploit avec cette qualification quand même pour les 8e de finale et surtout en éliminant quand même l'Allemagne, l'Allemagne qui était une équipe favorite pour remporter cette Coupe du Monde féminine. Et du coup le Maroc affrontera l'équipe de France parce que on voyait vraiment un France-Allemagne en 8e de finale et du coup ça sera plutôt un France-Maroc vu que la France a terminé première de son groupe, Maroc 2e de son groupe, France-Maroc pour 8e de finale. Donc le match est prévu mardi, on est vendredi, voilà, c'est d'ici quelques jours, je crois que ça sera à midi le coup d'envoi, on en reparlera d'ici là. Et du coup ce classement final, donc la Colombie
Colombie, eux, ils terminent en tête. Malgré leur défaite, ils restent à la première position, 6 points. Maroc, 6 points. Allemagne, 4 points. Et la Corée qui a déçu, seulement 1 point pour cette équipe de la Corée. Et du coup, côté zone Afrique, ça fait quand même 3 nations africaines qui se qualifient. C'est bien évidemment historique pour le continent africain d'avoir autant de nations africaines en huitième de finale. Donc il y a le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud qui se qualifient pour les huitièmes de finale. Et il y a quand même des grosses équipes qui ont été éliminées dès les phases de poule, comme le Canada tout en haut, olympique champion. Donc il y avait les JO il y a 2-3 ans là, celle qui avait remporté la médaille d'or, l'équipe canadienne, éliminée dès les phases de poule. Donc l'équipe aussi qui a gagné la Copa América. Le Brésil avait gagné la Copa América il y a quelques mois. Le Brésil éliminé, on sait qu'elles ont terminé 3e, c'était dans le groupe de la France. Et du coup, l'Euro, les finalistes du dernier Euro, l'Allemagne, éliminée aussi dès les phases de poule. Donc déjà 3 grandes nations du football féminin, on peut dire, ont échoué dès les phases de poule de cette Coupe du Monde. Du coup, on connaît toutes les rencontres des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde féminine. Donc, on peut voir chaque rencontre. Bon, je ne vais pas annoncer toutes les rencontres. Par exemple, la grande équipe favorite, ça reste quand même les États-Unis. Elles joueront contre les Suédoises. N'oubliez pas que les États-Unis ont remporté les 2 dernières Coupes du Monde de côté française. C'est côté droit. Donc, si la France élimine le Maroc, ce qu'on espère, après, ça peut être soit le Danemark, soit l'Australie. Australie peu organisateur. La France vraiment peut se hisser, je pense, jusqu'en demi-finale. Après, elles peuvent potentiellement affronter l'Angleterre, grosse nation, la sélection anglaise. Donc voilà, concernant cette Coupe du Monde féminine, donc les premiers huitièmes de finale commencent demain samedi avec le match entre l'Espagne Suisse et Pays-Bas Afrique du Sud. C'est les 2 premières rencontres demain samedi. Et pour finir avec cette Coupe du Monde féminine et pour revenir sur l'équipe de France, donc France 2 a réuni en moyenne plus de 3,95 millions de téléspectateurs devant le match des Bleus face au Panama. C'était il y a quelques jours, cela correspond à plus de 34% de part d'audience. Le match était diffusé à midi et en gros 34% de part d'audience, c'est-à-dire que 3 personnes sur 10 qui regardaient la télé en France regardaient le match de l'équipe de France féminine, donc c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup été suivies par les Français. Donc on clôture cette page Coupe du Monde féminine, on reviendra bien évidemment demain. On va parler maintenant du football masculin et on va parler du Paris Saint-Germain qui jouait son dernier match de la tournée asiatique. Ils avaient joué 3 matchs au Japon avec aucune victoire et là ils avaient seulement un match prévu du côté de la Corée et c'est une victoire contre Jeonbuk. Une victoire 3-0 pour le Paris Saint-Germain, un doublé de Neymar et un but de Marco Asensio. Donc les stats de la partie, j'ai pas pu voir le match parce que c'était hier matin, j'ai pas pu voir le match, mais bon, le PSG a dû faire une belle partie, enfin, et surtout une victoire, parce qu'ils attendaient leur victoire depuis le match contre le Havre. Donc plus de 64% de possession de balle, 15 tirs, 8 tirs cadrés et 3 buts inscrits par l'équipe du Paris Saint-Germain. On peut voir le 11 de départ, et on peut voir quand même quelques surprises, surtout l'avant-dernier dans la liste, Neymar, les gars, Neymar qui est absent depuis février dernier, qui a été opéré début mars, il n'avait plus joué depuis quasiment 7 mois, et il a fait son retour, en plus titulaire directement, et en plus énorme match pour Neymar. Pourquoi énorme match? Parce que premier match depuis sa blessure, il est décisif sur les 3 buts, le PSG s'est imposé 3-0, donc 2 buts pour lui et une passe D pour le but de Marco Asensio, donc le retour tonitruant du joueur brésilien Neymar du côté de l'équipe du PSG. Donc voilà, quelques photos de Neymar lors de ce match hier. Donc on est très content pour lui déjà qu'il revient jouer, parce que c'est toujours bien qu'un joueur, quand il est blessé, revienne à la compétition et surtout qu'il soit autant décisif comme il a été hier. Donc regardez le flocage, on va dire, version coréen de Neymar hier. Et tiens, Neymar avec Mbappé, mais Ethan Mbappé qui était lui aussi titulaire pour la rencontre hier. Donc félicitations à Neymar, félicitations au PSG pour cette victoire. Maintenant, retour à Paris pour préparer le match samedi prochain, dans 8 jours, contre l'équipe de Lorient. Il y avait aussi un match la nuit dernière, Chelsea contre Dortmund, score final 1-1. On peut voir les 2 buteurs de la rencontre, mais surtout le coup dur côté Chelsea, c'est la blessure de Christopher Nkunku qui est sorti sur blessure. Problème au genou, on ne sait pas combien de temps il sera disponible, en espérant que ça ne soit pas trop grave, bien sûr, pour le joueur français. On peut voir les stats aussi de cette partie dominée par l'équipe de Chelsea. Il y a aussi la Juventus Turin contre le Real Madrid, et le Real Madrid, après avoir pris 3-0 contre l'équipe du FC Barcelone il y a quelques jours, ils ont pris 3-1 contre la Juventus Turin. Moskin, Timothée et Vlahovic, les 3 buteurs côté Juventus, contre un but de Vini Junior côté Real Madrid. Donc le Real Madrid a eu encore beaucoup d'occasions, plus de 30 tirs, c'est fou, 30 tirs, 8 tirs cadrés, mais seulement un but. Il faut absolument, là on l'avait déjà vu contre le Barça, là il faut vraiment un numéro 9 du côté du Real Madrid. Il faut un finisseur, il y avait Benzema avant qui mettait pas mal de buts.
Et là, 109, c'est pas possible. Du côté du Real Madrid, Florentino Pérez, je pense qu'il le sait, il l'a vu avec les 2 derniers matchs, il faut un 9 et un 9 arrivera. Du côté de Madrid, c'est sûr, et donc la Juve efficace. On peut voir qu'ils ont beaucoup moins tiré que le Real Madrid, mais ils ont été plus efficaces que l'équipe espagnole. L'Inter Miami aussi jouait contre Orlando City, et l'Inter Miami s'est imposé 3-1 lors d'un match. C'était un match, comment ça s'appelle, de la League Cup, voilà, phase finale. C'est pas la MLS, c'est pas le championnat américain. Bref, donc l'Inter Miami 3-1, et surtout, Léo Messi a joué. Léo Messi, double but. Encore, c'est fou, Léo Messi, on peut voir les statistiques de la partie, et le football est trop facile pour Léo Messi avec l'Inter Miami. Donc 3 matchs, 3 victoires. N'oublie pas que l'Inter Miami avant l'arrivée de Messi, c'était 7 matchs d'affilée avec un nul et 6 défaites, et là 3 victoires d'affilée quand Messi arrive. Donc 5 buts pour Messi en 3 matchs, 2 passes décisives et 3 fois élu homme du match. Il a joué 3 matchs, à chaque fois c'est lui qui a été élu homme du match, Léo Messi. Donc soit vraiment il a retrouvé un grand niveau, soit la MLS, c'est peut-être trop facile pour lui, ça se peut que ça soit le championnat, vraiment le championnat américain est largement inférieur au championnat français. On peut voir que Messi il galérait quand même en Liga, et là vraiment il survole les matchs. Léo Messi, bon, tant mieux bien sûr pour l'Inter Miami, et tant mieux pour Léo Messi de remarquer beaucoup de buts actuellement. Et actuellement dans la League Cup, un top scorer, Léo Messi en tête des meilleurs buteurs de la League Cup. Au même niveau que Bertramé, je ne sais pas qui c'est ce joueur. Donc voilà, concernant Léo Messi. Et concernant la MLS, parce que Messi n'a toujours pas joué en MLS, le championnat américain, là c'est une petite coupe qui joue actuellement. Donc Messi n'a pas encore disputé de match de MLS. Il reste 12 matchs de championnat à l'Inter Miami cette saison en MLS. Donc Mukar de Nashville mène la ligue avec 13 buts. C'est lui actuellement le meilleur buteur. Mukar de Nashville avec 13 buts inscrits dans cette MLS. Donc il y a déjà des paris sportifs, vous pouvez mettre Léo Messi finit meilleur buteur de la MLS, il ne reste plus que 12 matchs à jouer, la cote est à 25. Après Léo Messi a 0 but et le premier meilleur buteur il est à 13 buts. Mais voilà, Messi c'est plus 25, enfin la cote à 25, bien sûr s'il termine meilleur buteur de cette MLS, pourtant il est toujours à 0 but inscrit. On continue avec une rencontre aussi hier entre Drita et Victoria Plzen, c'était un match pour se qualifier pour l'Europa Conference League, et regardez les buteurs, donc un match complètement fou parce que Victoria Plzen s'est qualifié grâce à Djurka qui a inscrit le but à la 90e, plus 24 minutes de temps additionnel. C'est beaucoup tout simplement. Donc félicitations à cette équipe de Plzen. Et tombeur de Nice en Conference League, la saison dernière, le FC Bâle est éliminé dès le deuxième tour qualificatif de l'Europa Conference League par le Tobol Kostonai. Très bel exploit des Kazakhs. Donc c'est vrai qu'ils avaient atteint quand même les demi-finales. Cette équipe de Bâle ne jouera pas ils ne joueront pas de Coupe d'Europe saison prochaine parce qu'ils ont déjà échoué lors des matchs de barrage de cette Europa Conference League. On va parler aussi de l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nassr qui joue contre l'équipe de Zamalek. Score final 1 partout. Donc Zizou, buteur côté Zamalek, et Cristiano Ronaldo, buteur côté Al Nassr à la 87e minute de jeu. Un but très important pour son équipe. Et encore buteur. Donc son deuxième but en 2 matchs, il a déjà été buteur il y a quelques jours. De la tête, et hier de nouveau il a marqué de la tête. Cristiano Ronaldo, on sait que dans le secteur aérien il est très très fort. CR7, donc voilà, nouveau but aérien, c'est le meilleur buteur de l'histoire du football de la tête. Cristiano Ronaldo, j'en ai parlé il y a quelques jours qu'il a dépassé Gerd Müller d'un but, maintenant il a 2 buts de plus que Gerd Müller avec ce nouveau but de la tête. À noter que Sadio Mané a joué, c'était ses débuts, Sadio Mané du côté de cette rencontre, et voilà, les 7 derniers matchs de Al Nassr, c'est vrai que malgré des grosses renforts comme Teles, Fofana, Brozovic, Mané, Ronaldo, mais ils ont gagné seulement un match, c'était contre Monastir 4-1 où Ronaldo avait été buteur, et sinon il y a eu quelques matchs nuls et 2 défaites, Benfica et le Celta Vigo. C'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu du mal à se mettre en place, cette équipe de Al Nassr, malgré les gros renforts qu'ils ont pu enregistrer lors des derniers jours. Et bon, grâce à ce but de Ronaldo, heureusement qu'il a marqué Ronaldo parce qu'Al Nassr du coup se qualifie, il y avait 3 matchs à jouer, du coup ils finissent à la 2e position, ils se qualifient pour la tour suivant de l'Arabe des clubs champions. Ils finissent 2e, s'ils auraient perdu le match, parce que Ronaldo a égalisé à la 87e minute, ils auraient été éliminés de cette compète. On va parler de 2 autres matchs amicaux. Tiens, le FC Séville contre le Betis Séville, c'est un match amical hier, et c'est le FC Séville qui s'est imposé lors du derby, bien sûr, entre le Betis et l'Atlético Madrid, joué contre la Real Sociedad, score final 0-0. On continue, on va parler maintenant mercato, tout début du mois d'août, et il reste encore pas mal de jours de mercato. La une du journal L'équipe aujourd'hui, Paris accélère concernant ces 2 joueurs. Donc Dembélé et Gonzalo Ramos, on va parler des 2, on va commencer tout d'abord avec Ousmane Dembélé.
Et il y a le Here We Go de Fabrizio Romano, vous savez ce que ça veut dire? À chaque fois qu'il dit ça, bon, c'est peut-être arrivé peut-être une, deux fois quand il a dit Here We Go que le joueur n'a pas signé, mais c'est très très rare. Et voilà, Here We Go pour Ousmane Dembélé du côté du Paris Saint-Germain, il va signer du côté du PSG, donc accord total pour Dembélé au PSG. Le joueur est attendu cet après-midi à Paris, c'était hier après-midi, il est déjà à Paris. Donc le Barça va récupérer 25 millions d'euros pour une opération à 50 millions d'euros. Donc en gros, vous savez, la clause libératoire qu'il avait lundi dernier, Dembélé, qu'on pensait que le PSG n'avait pas levé. Si le PSG a bien levé cette clause libératoire, elle n'avait peut-être pas été annoncée, mais le PSG l'a fait venir pour seulement 50 millions d'euros. Ousmane Dembélé, donc il a bien atterri à l'aéroport du Bourget à Paris, c'était hier, parce que voilà, qu'on suivi l'avion, le jet privé de Dembélé en provenance de je sais pas d'où, mais pour atterrir du côté de Paris pour signer son contrat. Donc normalement aujourd'hui, j'ai bien dit aujourd'hui, vendredi ça va être officiel, peut-être cet après-midi, peut-être dans la soirée, au pire demain, mais voilà, Dembélé sera bien un joueur du PSG. Donc Dembélé et son agent Moussa Sissoko se partageront les 25 millions d'euros des 50, parce que c'est à 25 pour Dembélé et son agent, peut-être 12 ils vont partager à seulement 2, et les autres 25 ça sera pour le FC Barcelone. Donc ce deal était prévu entre le joueur et le Barça dans le cadre d'une clause sous signe privé, voilà. Et Dembélé normalement sera à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain lundi, parce que normalement aujourd'hui ou demain ça sera officiel, et lundi il sera avec ses nouveaux coéquipiers du côté du PSG pour son premier entraînement. On pourra peut-être le voir samedi prochain jouer son premier match avec le PSG contre l'équipe de Lorient, on verra. Donc voilà, gros coup de jeu quand même pour le Barça qui a investi 135 millions d'euros et qui récupère seulement 25 millions d'euros en vendant Ousmane Dembélé. Et voici ce que Ousmane Dembélé aurait dit à Xavi: je voulais rester ici et gagner des titres, parlant du FC Barcelone, mais dans un environnement sain. Il y a des gens qui me jettent toujours de là, bon, on peut voir le mot, donc voilà, on peut voir, pourtant on pensait que ça se passait plutôt bien, mais peut-être il avait pas mal de critiques au sein du club Blaugrana, c'est ce qu'il a pu dire tout simplement à Xavi, Ousmane Dembélé. Voilà ce qu'elle va dire sur le feuilleton Dembélé. On va parler de l'autre qui faisait la une du journal de l'équipe, il y avait Dembélé et Gonzalo Ramos, au PSG, c'est imminent peut-être, voilà. On a parlé hier, en plus c'était mon titre hier où j'avais dit que le PSG a trouvé son numéro 9, en la personne Gonzalo Ramos, et c'est imminent, lui aussi ça pourrait se faire, peut-être dans les prochaines heures. Benfica et le PSG discutent d'un prêt avec obligation d'achat pour Gonzalo Ramos en raison de la situation du PSG avec le fair play financier. Les deux clubs veulent conclure l'accord ce vendredi, aujourd'hui, et que le joueur signe son contrat d'ici la fin de la semaine. Donc en gros, ça peut être un prêt avec une obligation d'achat, un peu comme Hugo Ekitike. Hugo Ekitike qui avait été acheté l'année dernière, c'était un prêt avec obligation d'achat. Le PSG l'a acheté. Là, sur ce mercato, ça peut être la même chose avec Gonzalo Ramos. Il est prêté toute la saison au PSG, et l'été 2024 le PSG devra l'acheter tout simplement et débourser, je sais pas, je crois que ça devrait être 80 millions d'euros le transfert de Gonzalo Ramos. Mais voilà, Gonzalo Ramos devrait être le nouvel attaquant du côté du PSG. Donc c'est un jeune attaquant portugais qui a 22 ans. Très bon joueur. En plus, hier, je crois que je vais montrer ses stats. Il a été pas mal de fois décisif au Benfica. Et voilà, il devrait débarquer du côté de Paris. On va parler de Mbappé. Certains joueurs en discussion avec le PSG conditionneraient leur venue en fonction du feuilleton Kylian Mbappé. L'issue incertaine du dossier Mbappé pourrait rapidement avoir des incidences. Voilà, parce que peut-être qu'il y en a qui veulent déjà savoir ce que va faire Mbappé. Parce que peut-être des joueurs veulent arriver du côté de Paris, mais elles veulent savoir si Mbappé reste ou partir. Donc voilà, bien sûr, Mbappé toujours en plein dans le feuilleton, on va dire, côté Paris Saint-Germain. Toujours du côté du PSG, vu qu'il se passe toujours énormément de choses chaque jour du côté du PSG. Donc d'après Marca, prendre avec des pincettes, donc Luis Enrique songerait déjà à quitter le PSG. On parle de Luis Enrique qui est arrivé il y a à peu près un mois, songerait déjà à quitter le PSG, d'après Marca, suite aux problèmes internes liés au dossier Mbappé et Campos. Et Raphaël Paul, le bras droit de Luis Enrique, envisage aussi de quitter le PSG en raison d'un problème personnel. En plus de ce problème personnel, des pressions intenses en interne empêcheraient le staff d'évoluer dans la sérénité. Donc voilà ce qui se dit sur Luis Enrique et son staff. Donc Fabrizio Romano, bon, j'ai pas mis le tweet, mais il a réagi juste après, il a dit que non, c'est de la fake news totale. Si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, non, pas du tout les gars. Luis Enrique qui a débarqué, il ne compte pas déjà quitter Paris seulement un mois après son arrivée. Non, il travaille avec le groupe et c'est totalement faux. Mais voilà, j'ai voulu mettre cette info pour dire en gros que c'est totalement fake. On continue les gars. Donc maintenant on parle plus du PSG, on parle un petit peu tout à l'heure. Donc Catalan à Tottenham, donc Alejo Veliz va signer chez les Spurs pour 15 plus 5 millions de bonus en provenance de Rosario. D'après Fabrizio Romano, donc le buteur argentin de 19 ans a marqué 11 buts en 23 matchs de championnat. Donc personne, je pense, le connaît ce joueur. Il devrait débarquer du côté de la Première Ligue saison prochaine. Jonathan David devrait rester du côté de Lille. On l'osque à l'image de l'entraîneur Paul Fonseca. On est convaincu que le buteur canadien Jonathan David restera au club cette saison. Et 4 renforts sont toujours attendus. Pourtant, lui l'avait beaucoup annoncé sur le départ. Mais bon,
Pour l'instant, c'est ce qui se dit qu'il devrait rester. Son agent l'avait dit il y a quelques mois, je me souviens, qu'il allait quitter cette équipe de Lille lors de ce mercato. Sont restés la première ligue, mais pour l'instant, on ne se bouscule pas trop pour Jonathan David. C'est pour ça que pour l'instant, il est plutôt l'option est plutôt de rester pour lui. Officiel, Carlos Borges, l'attaquant de Manchester City B, un joueur portugais, 19 ans, quitte Manchester City et s'engage à l'Ajax Amsterdam. Son bilan avec les jeunes Citizens, 79 matchs, 55 buts et 42 passes D. Bon, c'est vrai qu'il joue avec l'équipe B de Manchester City. Il n'a jamais joué avec l'équipe première, mais vraiment les stats sont plutôt pas mal. Donc lui devait rejoindre l'équipe de West Ham, et en gros l'Ajax est rentré dans les dernières secondes avant qu'il signe à de West Ham, et du coup il a changé. Il a préféré plutôt aller du côté de l'Ajax. L'attaquant Borges, on lui souhaite bonne chance du côté de l'Eredivisie. Vous vous souvenez de lui après 3 saisons passées en Russie? François Kamano, ex-joueur de Bordeaux, file en Arabie Saoudite à Helsinki du côté de Abba Club à 27 ans. Voilà, donc bon, c'est pas une équipe comme Al Nasser, Al Hilal qui a beaucoup d'argent, mais ça reste aussi un club qui a de l'argent, peut-être un peu moins que les autres clubs qu'on parle beaucoup, mais voilà, il file là du côté de la Ligue saoudienne. Nottingham Forest a soumis une offre de 25 millions d'euros à la Roma pour Roger Ibanez. Voilà, ce joueur devrait débarquer du côté de la première ligue, du côté de Nottingham. Arsenal a envoyé une première offre à Brentford de 23 millions d'euros plus bonus pour David Raya. Le joueur est déjà OK avec les Gunners, a indiqué à son club qu'il souhaitait partir de son club actuel et rejoindre certainement l'équipe de Arsenal où il pourrait avoir de la concurrence. Enfin, bien sûr, il rentrerait dans la concurrence avec Ramsdale qui est le gardien numéro 1. Ça l'amènerait à un deuxième gros gardien du côté des Gunners. Le Barça pousse pour signer Bernardo Silva. Xavi le veut pour remplacer Ousmane Dembélé. C'est que vu que Dembélé, bon, c'est pas encore officiel, mais il va quitter l'équipe du Barça, et le Barça cherche son remplaçant et c'est vraiment Bernardo Silva qui est le joueur prioritaire aux yeux de Xavi pour remplacer Dembélé. Donc le Portugais est séduit par la Catalogne. Il faut maintenant trouver une formule pour convaincre Manchester City, bien sûr, de lâcher le joueur parce qu'il coûte cher. Après, ça peut être un prêt. Un prêt peut être une option. On verra bien sûr ce qui va être décidé dans les prochains jours. Des nouvelles de Mathieu Valbuena, c'est officiel. Il s'engage du côté de l'Apollon Limassol jusqu'en 2024. Voilà, pour le joueur de 38 ans. C'est un joueur de Lyon, de Marseille. Donc voilà, il signe du côté du championnat chypriote. Officiel assez impressionnant en fin de saison passée avec Valladolid. Saï Larin a signé à Majorque pour 7,5 millions d'euros, bonus compris. Donc c'est un attaquant canadien, voilà, qui débarque du côté de Majorque. Officiel, Kevin Danso, le défenseur de Lens, prolonge jusqu'en 2027 au Racing Club de Lens. Donc la vidéo d'annonce vis-à-vis de l'intérêt de Naples est exceptionnelle parce que Naples le voulait, on sait que Naples, vous êtes le forcing pour l'avoir. Et regardez l'annonce en gros de Lens, c'est Lens officiel, ils ont mis sur leur présentation de la prolongation de Kevin Danso. Donc ils ont mis voilà, dès le sud Italia, donc on pense à l'équipe de Naples, ciao Kevin, donc je t'aime à l'italienne, tout ça, ne filera pas à l'italienne Kevin Danso, en gros, il chambre un peu l'équipe de Naples, parce que Danso du coup prolonge du côté de Lens et ne va pas du côté de Naples, ne filera pas à l'italienne, c'est par rapport bien sûr à l'équipe de Naples qui le voulait. Et du côté de Naples, les supporters, ça passe pas du tout, les supporters de Naples après le chambrage de Lens sur la prolongation de Danso. Je veux Lens dans le groupe en Ligue des Champions. Comment hostile, nous n'aurions jamais fait ça avec eux, parce que pour eux c'est du manque de respect total. Donc voilà, c'est pour ça que les supporters de Naples qui seront dans le pot 1, ils peuvent potentiellement affronter Lens qui sera dans le pot 4 de la Ligue des Champions. Donc voilà, pour se venger en gros de ce qu'a fait le site officiel de Lens par rapport à ça. Manchester United officialisera le transfert de Rasmus Højlund demain samedi à Old Trafford avant le match amical contre l'équipe de Lens. Tiens, c'est vrai que demain il y a un match Manchester-Lens à une semaine du coup d'envoi de la Ligue 1. Donc il sera normalement présenté aux supporters et Red Devil avant la rencontre. Désireux de recruter Lovro Majer, Wolfsburg pourrait inclure Maxence Lacroix dans la transaction. Voilà, pour faire un transfert bien sûr entre les deux clubs. Mais du côté de Rennes, pour l'instant, ils souhaitent le conserver. Et surtout, Benjamin Bourigeaud, son coéquipier, tenterait de convaincre Lovro Majer de rester à Rennes. Le Croate devrait rester en Bretagne cette saison. Après, voilà, parce que Wolfsburg impose toujours pour essayer de s'offrir le sosie de Luka Modric. Willian a trouvé un accord sur les conditions personnelles avec l'équipe de Al-Shabaab du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà, peut-être le futur club de Willian. Donc affaire à suivre. Pourtant, il a prolongé d'une année, il y a quelques jours, du côté de Fulham. Arsenal veut résilier le contrat de Nicolas Pepe. L'Ivoirien avait été plutôt recruté contre 80 millions d'euros à l'été 2019. Il a floppé la dernière année, il a été
transféré, enfin plutôt prêté du côté de Nice. Et du coup, voilà, en gros, il pourrait résilier son contrat avec Arsenal. C'est-à-dire Arsenal, s'il le laisse partir, ils recevront 0 €. Pourtant, ils avaient investi 80 millions d'euros sur le joueur il y a 4 ans. Magnifique signature de Jermaine Nischalk avec les U23 de Dortmund, sachant que Nischalk signifie jamais Schalke. Voilà, c'est son nom. En gros, il s'appelle comme ça. Et jamais Schalke. N'oubliez pas que Dortmund, leur club rival, bon, il y a le Bayern, mais il y a aussi Schalke, parce que c'est le derby. Vraiment, Dortmund et Schalke, c'est juste à côté. Et voilà, donc ce joueur signe du côté de Dortmund en s'appelant jamais Schalke. C'est-à-dire peut-être qu'il signera jamais là-bas. Kamada, joueur japonais, va signer libre à la Lazio. Il vient d'atterrir à Rome afin de signer son contrat. Donc ça aussi, c'est un transfert qui pourrait se finaliser très prochainement. On peut déjà voir le joueur japonais avec l'écharpe Lazio de Rome. Franck Kessié lui aussi est sur le point de rejoindre une nouvelle équipe. C'est l'équipe de Al Ahly du côté de l'Arabie Saoudite. Montant du transfert 15 millions d'euros que va débourser l'équipe saoudienne pour s'offrir le joueur Franck Kessié. Bon, il va toucher 20 millions d'euros par an en salaire. C'est quasiment 3 ou 4 fois plus qu'il touchait du côté du Barça. Donc voilà, gros salaire voilà, pour Franck Kessié. Et c'est vrai, après Saint-Maximin, Llorente qui pourrait peut-être débarquer, Firmino, Mendy, Mahrez, c'est officiel, même peut-être Franck Kessié, 26 ans, pourrait faire la même chose et rejoindre cette équipe saoudienne. Des nouvelles qu'il y a de Buffon qui a annoncé officiellement sa retraite. Donc après sa retraite, Buffon va occuper un rôle assez important au sein de la fédération italienne. Peut-être pourquoi pas s'occuper des gardiens de but du côté de la sélection italienne. Ça peut être ça, le nouveau job, on peut dire, du légendaire Buffon. Regardez du côté de la Ligue saoudienne les plus gros transferts de l'histoire de ce championnat, et c'est que des transferts sur ce mercato. Donc le premier, c'est Milinkovic-Savic qui a été acheté 50 millions d'euros, Fabinho 42, Ruben Neves 47, Maximin 32 et Fofana 32 millions d'euros. C'est les 5 plus gros transferts de l'histoire du foot saoudien, et c'est que sur ce mercato bien sûr 2023, et c'est pas fini parce que la Ligue saoudienne de football est déterminée à être un succès et continuera à dépenser de l'argent. Donc voilà, c'est pas que sur ce mercato. En gros, qu'ils ont envoyé beaucoup d'argent. Ça sera la même chose l'hiver prochain, l'été prochain 2024, l'été 2025. Ils reviendront aussi et recruteront les meilleurs joueurs. Donc, voilà, certains des plus grands joueurs. A assuré l'un de ses hauts dirigeants, le Britannique Peter Hutton, qui travaille maintenant du côté de l'Arabie Saoudite. Il dit que c'est que le début, voilà, que les clubs saoudiens veulent vraiment devenir une grande ligue tout simplement de football. Galatasaray aurait identifié Tanguy Ndombele comme une option au milieu de terrain. Des discussions ont déjà eu lieu entre le club turc et le joueur, donc affaire à suivre. Le FC Nantes est intéressé par Marquinhos, joueur de Arsenal, pas Marquinhos du côté de Paris. Donc les Canaries qui souhaitent se renforcer devant discutent avec Arsenal pour un prêt avec lui. Il a très peu joué, surtout du côté d'Arsenal. Il y a eu quelques renforts qui avertent tout ça. En attaque, il y a Gabriel Jesus, il y a pas mal d'attaquants. Et du coup, lui, il joue très peu. Pourquoi pas un prêt? Et Nantes serait très content pour l'avoir en prêt la saison prochaine. Officielle révélation de la Jupiler Pro League, donc le championnat belge. La saison passée, Ayas Ueda, 24 ans, quitte le cercle Bruges. Il s'engage pour 10 millions d'euros, bonus compris avec le Feyenoord Rotterdam qui jouera la saison prochaine la Ligue des Champions. Vardiol va passer sa visite médicale avec Manchester City d'ici la fin de semaine. Montant de son transfert 90 millions d'euros. Ça aussi, ça devrait être officiel certainement après-demain, parce qu'après-demain, City joue son premier match officiel de la saison, le Community Shield contre l'équipe de Arsenal. Ça va être officialisé avant cette rencontre. Cancelo est bien tombé d'accord avec le FC Barcelone. Maintenant, il faut trouver un accord entre le Barça et Manchester City, voilà, pour que le deal se fasse. Donc voilà, c'est une priorité du côté du Barça de trouver un défenseur droit, et ça pourrait être Cancelo. Romain Peugeot va se désengager du FC Sochaux. Le recours déposé devant le tribunal administratif de Paris n'ayant pas abouti, le club socialien se dirige tout droit vers un dépôt de bilan, donc il devrait descendre en National 3. Donc là pourtant il s'était maintenu en Ligue 2, et voilà, il devrait bien jouer en National 3 cette équipe de Sochaux la saison prochaine. Donc c'est une catastrophe bien sûr pour le club, et Sochaux annonce un entraînement ouvert au public au Stade Bonal demain matin. Les supporters vont se retrouver pour clamer leur amour pour le club. Donc voilà, l'association Sochaux Asso publie aussi un communiqué afin de venir en aide au FC Sochaux et de sauver l'avenir du club, qui va certainement déposer le bilan de grosse force bien sûr à l'équipe de Sochaux. Et du coup, vu que Sochaux ne sera pas en Ligue 2 saison prochaine, c'est officiel, c'est bien Annecy qui est du coup repêché en Ligue 2 par la LFP, et Annecy aussi qui voulait rester en Ligue 2, parce qu'on se souvient du match entre Rodez et Bordeaux. Du coup ils étaient descendus, pourtant Rodez-Bordeaux n'avait pas été joué. Rodez avait gagné le match sur tapis vert, et du coup ça n'avait pas fait les affaires d'Annecy qui descendait, et du coup Annecy est repêché en Ligue 2 par rapport à Sochaux qui va déposer le bilan. Et concernant l'équipe de Sedan aussi qui est passée devant le Comex, on peut dire, c'est officiel, le Comex de la FFF refuse de réintégrer Sedan en National 1. Ils jouent en National, et du coup ils ne seront pas en National. Le club est rétrogradé en Régional 1
Donc c'est régional, c'est très très loin. Voilà, Sedan du coup aussi un problème d'argent et du coup aussi quasiment dépose le bilan. Les supporters de l'OM sont interdits de déplacement à Athènes mercredi prochain pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Panathinaikos. J'ai dit, ce match aller c'est en Grèce. Et pour ce match aller, donc les supporters marseillais ne seront pas autorisé à aller soutenir l'OM là-bas. Pourquoi? Pour raison de sécurité, parce qu'il pourra y avoir des échauffourées entre supporters grecs et supporters marseillais. Donc interdit pour les supporters marseillais d'aller soutenir l'équipe du côté de la Grèce. N'oubliez pas que le match retour le 15 sera au Vélodrome. N'oubliez pas que ces deux matchs, donc le 9 août et le 15 août, sera diffusé, deux matchs de l'OM seront diffusés à 20h sur W9, une chaîne en clair française que tout le monde pourra regarder les matchs. Donc c'est le tour préliminaire. Si Marseille élimine le Panathinaikos, il y aura encore un adversaire après. Ce sera cette fois-ci les barrages. Et si l'OM gagne ce barrage, après Marseille sera qualifié en phase de poule de Ligue des Champions. Encore pas mal de si bien sûr. Et Aubameyang est encore en très grande forme. Il a dit: pour vous rassurer, je me sens très bien avant tout. Petite anecdote, j'ai le record de vitesse la saison passée en entraînement avec Chelsea à 36 km/h. À ce niveau-là, ça va. Donc il dit qu'encore il est encore en très grande forme, l'attaquant gabonais. Et Pablo Longoria, le président de l'OM, par rapport à Alexis Sanchez, il a dit actuellement, si on est franc et qu'on analyse l'effectif à part au poste de latéral droit, on est complet, on a toutes les positions doublées, je considère qu'on est complet, sauf s'il y a des départs. Donc voilà, pour lui, il dit qu'actuellement, à part un défenseur droit qu'il va falloir encore recruter, sinon l'effectif il est au complet. Du côté de Marseille, il dit par rapport à Sanchez, il dit que voilà, en gros il ne viendra certainement pas parce que l'effectif est au complet. Et des nouvelles de Sanchez qui aurait repoussé toutes les offres qu'il a reçues, notamment celles venant d'Arabie Saoudite, d'Espagne, afin de faire son retour à l'Inter Milan. Voilà, son souhait lui c'est de retourner du côté de Milan, il avait joué dans le passé. Et toujours du côté de Marseille avec la Ligue 1, on doit ouvrir la réflexion de suspendre la compétition pendant la CAN. Voilà ce qu'il a pu dire Longoria, parce que la CAN qui va débuter mi-janvier jusqu'à mi-février, et c'est vrai qu'il y aura pas mal de joueurs, par exemple Marseille, Konobia, Aubameyang, Harit, Ouani, Mbemba, Gueye, Ndiaye et Sarr seront certainement en sélection et du coup ne seront pas à la disposition de Marseille, et du coup ça sera quand même un gros coup dur pour Marseille qui va perdre pas mal de joueurs en janvier prochain. Et toujours du côté de Marseille, Marcelino, le coach, il a dit les jeunes ont joué parce qu'ils le méritent. C'était lors du match contre le Bayer Leverkusen, perdu contre Marseille, perdu par Marseille 2-1. Donc Sogo, il a été très bon sur le temps qu'il a eu, et donc c'est le défenseur gauche de cette équipe, il progresse régulièrement et muglé. Donc il s'est déjà un peu montré la saison dernière, ce sont des joueurs qu'on veut avoir avec nous. Je suis plus que satisfait de ce qu'ils ont fait lors de la pré-saison qu'ils ont pu faire du côté de Marseille. Des nouvelles d'Arsène Wenger qui pose devant sa nouvelle statue à l'Emirates Stadium, du côté bien sûr de Arsenal où c'est une légende. Je l'ai montré il y a quelques jours une statue, il était présent hier pour faire quelques photos devant cette statue pour lui rendre hommage. Des nouvelles de Gundogan qui est de retour à Manchester avec sa femme, vu que là il a quelques jours de repos. Gundogan après la tournée américaine, donc il était de retour à Manchester, où il a longtemps évolué dans le passé, donc la ville de Manchester, pas Manchester City bien sûr. Et une petite question, qui est le joueur le plus sous-coté que vous ayez affronté? Gundogan a dit: je ne dirais pas qu'il est forcément sous-coté, mais plutôt qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. N'Golo Kanté, c'est toujours très dur de jouer contre lui, bien sûr on connaît l'immense talent du joueur de Al Ittihad. Vitinha est encore un grand fan de la PSP, souvenez-vous cette console faite par Sony il y a quelques années, pourtant qui est un peu démodée, ça, qu'il y a trop de personnes qui jouent à cette console. Vitinha joue encore parce qu'il a été filmé hier en train de jouer à cette console. Prime Video va sortir une série sur la superbe saison 2022-2023 de Newcastle le 11 août prochain, dans quelques jours. Petit extrait où Andy Howe a utilisé les paroles d'Eric Ten Hag pour motiver les joueurs avant le match des siens contre Manchester United. Bon là c'était la bande-annonce, donc voilà, il y aura un documentaire sur Newcastle qui va sortir très prochainement. Des nouvelles du championnat portugais diffusées depuis le lancement de RMC Sport, alors nommé SFR Sport en 2016, et que depuis 2016, RMC Sport diffuse le championnat portugais. Et du coup, le championnat du Portugal de football n'a pas été renouvelé par la chaîne de sport payant du groupe Altice. Donc c'est-à-dire que RMC ne diffusera plus les matchs du championnat portugais, parce qu'en gros, il n'y a plus d'accord entre RMC et le championnat portugais. Des nouvelles aussi, et c'est incroyable, Samsung Sport annonce finalement renoncer à signer Mohamed Ihataren, qu'il avait accueilli par les supporters. Communiqué du club, notre club a renoncé au transfert du joueur qui a tenté de modifier les conditions préalablement convenues et a fait des demandes inacceptables. En gros, peut-être il a demandé beaucoup plus d'argent. Pourtant, il avait signé un contrat avec ce que voulait bien sûr son nouveau club. Et du coup, il a changé tout ce que voulait le club avec un salaire plus haut, tout ça, et du coup ça n'a pas pu être possible. Et du coup, pourtant, il avait été présenté, on peut voir devant la foule, tout ça, des supporters. Du coup, ne rejoindra pas cette équipe. Mohamed Ihataren qui avait résilié son
son contrat il y a quelques jours du côté de la Juventus Turin. Officiel, le LOSC dévoile son nouveau 3e maillot pour la saison prochaine. Donc voilà, c'est officiel, nouveau maillot du côté de Lille. On peut voir aussi Puma qui a dévoilé une nouvelle version de la future issue de l'Energy Pack, une nouvelle paire de crampons avec des couleurs flash, on peut dire, du côté de cette paire de crampons. Regardez la une, il y a 19 ans, jour pour jour, Zidane annonçait mettre un terme à sa carrière internationale. Zidane arrête, donc il reviendra sur sa décision un an plus tard. Il avait joué une dernière compétition avec la France, la Coupe du Monde 2006, où il avait été énorme, mais bon, il avait perdu la finale, mais on sait qu'il a fait une Coupe du Monde magnifique, Zinedine Zidane. Et on finit cet épisode aujourd'hui. Et une petite question sur Mbappé. Donc selon vous, Mbappé sera-t-il parisien la saison prochaine? Ça qu'on parle beaucoup du feuilleton Kylian Mbappé. Mais pour vous les gars, là, on est le 4 août. Donc est-ce que son transfert au Real Madrid va se faire sur ce mercato 2023 ou l'année prochaine 2024? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire ce que vous en pensez. Donc moi je reste sur ce que j'ai dit depuis longtemps. Je pense qu'il va être transféré sur ce mercato 2023 Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Et on finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain Zapima. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.